le directeur technique a ri quand j'ai démissionné puis il a vu mes sauvegardes et son visage est devenu blanc. Je suis entré dans le bureau de Randall avec une boîte en carton dans une main et un simple dossier Manille dans l'autre. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement posé la boîte près de la chaise, déposé le dossier sur son bureau et je l'ai regardé droit dans les yeux. 12 ans de loyauté à concevoir les systèmes Bacan qui ont fait de cette entreprise ce qu'elle était. J'étais l'architecte derrière chacun de nos déploiements majeurs. Et maintenant, c'en était fini. Randall Cates s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, souriant comme si je venais de lui tendre une carte d'anniversaire. Il a ouvert le dossier, a balayé la première page du regard et a carrément ri. « Tu es sérieux ?» a-t-il demandé, toujours avec ce sourire suffisant. « Bonne chance pour trouver un autre boulot à ton âge dans ce domaine. »« Tu as 48 ans, Nat. » Il s'est penché en avant, les coudes sur le bureau, comme s'il me donnait un petit conseil amical. « Cette industrie broie les gars comme toi après 45 ans. Tu veux vraiment tout recommencer maintenant ? » Ce salaud arrogant. Il faisait ça depuis des années, s'attribuant le mérite de mon travail, le paradant dans des conférences comme s'il l'avait construit lui-même. Chaque fois qu'il se tenait devant une foule avec un pointeur laser, c'était mon code qui tournait en arrière-plan. Mes modèles, ma logique. Je suis resté calme, j'ai juste hoché la tête une fois, puis j'ai ouvert la bouche pour la première fois depuis mon entrée. J'ai des copies de tout, ai-je dit, la voix stable. Chaque système que j'ai construit, chaque modèle que j'ai exécuté, chaque test que j'ai documenté, tout est sauvegardé, tout est propre, et j'ai des archives montrant que tu n'as jamais touché une seule ligne de code. Son sourire a perdu 1 centimètre. Pardon ? A-t-il dit. Tu m'as entendu. Tu bâtis ta carrière sur mon travail depuis 12 ans, et j'ai un journal complet de de comigies, de mémos internes, de tout. Tu n'es qu'une grande gueule, Randall. Rien de plus. Il a repoussé le dossier comme s'il avait commencé à lui brûler les doigts. Tu bluffes. J'ai repris le dossier et l'ai glissé sous mon bras. Tu veux vérifier ? Essaie. Mais je te garantis que d'ici à ce que je sorte de ce bureau, je vaudrai déjà plus que toi. Sa mâchoire s'est crispée. Pas de réplique pleine d'esprit cette fois. Juste le silence. J'ai ramassé ma boîte et je me suis tourné vers la porte. Petite note avant d'aller plus loin, dites-nous. D'où nous regardez-vous en ce moment ? La porte s'est refermée derrière moi dans un clic. Je n'ai même pas tressailli. Je n'avais pas besoin de son approbation. Je n'en voulais même pas. La vérité, c'est que j'avais déjà préparé mon coup des mois auparavant. Je ne suis pas rentré chez moi juste après avoir démissionné. Je suis resté assis dans mon camion sur le parking, moteur éteint, à fixer le tableau de bord. Mes mains tremblaient, mais pas de nervosité, de pure fureur contenue. Ce moment n'était pas né aujourd'hui. Il s'était construit. Tout a commencé 9 mois plus tôt, lors de notre séminaire d'entreprise annuel au lac Léman. Un chalet chic, des nappes blanches, un open bar, le genre d'événement où les cadres se félicitent mutuellement pour un travail qu'ils n'ont jamais fait. Je n'étais même pas censé être dans la salle de conférence cet après-midi-là. J'étais revenu plus tôt du déjeuner pour prendre mon chargeur. Et c'est là que je l'ai entendu. Randall, debout devant le conseil d'administration, pointeur à la main, souriant comme un satané roi du bal de promo. La véritable percée, a-t-il dit en tapotant la diapositive, c'était le framework d'équilibrage de charge adaptatif. C'est ce qui nous a permis de gérer les pics de volume saisonniers entre les hubs. Je l'ai conçu pour tenir compte de la variance de poids, de la priorité des itinéraires et du risque de retard dû à la météo. C'était un travail de longue haleine, mais ça en valait la peine. Je me suis figé. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était mon travail, mon modèle exact. J'avais passé 9 mois à le développer, le tester, le casser, le reconstruire de zéro. Il ne comprenait même pas comment ça fonctionnait. J'avais dû lui dessiner un organigramme une fois juste pour lui expliquer ce qu'était une boucle de relaxation de contrainte. Je suis sorti de la pièce sans un bruit. Ce soir-là, j'ai créé un dossier sur mon cloud personnel. Sans étiquette, sans mots-clés, juste une chaîne de caractères aléatoires en guise de nom. À l'intérieur, j'ai commencé à tout y déposer. Des captures d'écran des tableaux de bord du système avec mon nom d'utilisateur. Des journaux de commis de notre dépôt J avec mes initiales à côté de chaque build. Des emails où Randall me demandait de simplifier l'explication pour qu'il puisse mieux la présenter.
Des mémos vocaux que j'avais enregistrés pendant des sessions de travail nocturnes, où je verbalisais la logique du modèle tout en codant. Des documents horodatés, des brouillons, des révisions, des tests, chaque ligne de preuve que c'était le mien. À partir de ce moment, chaque fois qu'il me demandait de lui expliquer quelque chose une fois de plus, je le notais. Je prenais des notes. Je construisais des chronologies pour chaque fonctionnalité que j'avais créée et qu'il présentait comme la sienne. C'était obsessionnel, je le savais. Je le savais. Mais je n'allais pas être le type silencieux en arrière-plan pendant qu'il récoltait les louanges pour quelque chose dont il ne savait même pas épeler le nom correctement. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à fouiller dans nos politiques internes des RH. Enfoui dans le contrat de travail se trouvait une ligne sur la propriété intellectuelle. Tout ce qui était développé en dehors des heures de travail en utilisant du matériel n'appartenant pas à l'entreprise pouvait être classé comme recherche personnelle. Alors je me suis mis au travail. J'ai réécrit une partie de notre document de politique sous la section sur l'innovation indépendante. Formulé de manière propre. Pas de signaux d'alarme. Juste assez pour ménager une protection pour les contributions de recherche financées personnellement. Je l'ai soumis à Randall un après-midi. J'ai dit que c'était une formalité juridique pour mettre à jour notre conformité avec les contrats des fournisseurs. Il ne l'a même pas lu. Il a simplement signé l'approbation numérique et est passé à autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il me voyait comme inoffensif, un technicien de l'ombre, un grouillot de l'informatique sans colonne vertébrale. Il n'aurait jamais imaginé que je pourrais démolir toute sa réputation de l'intérieur. Il avait tort. 2 jours plus tard, j'ai chiffré le dossier et les sauvegardé à 3 endroits distincts. 2 clouds et un disque dur physique que je gardais à la maison, enfermé dans une mallette. Je ne prévoyais pas de l'utiliser tout de suite. Je le voulais prêt, propre, irréfutable. Et chaque fois que Randall entrait dans une réunion après ça, se vantant de sa stratégie ou de sa méthode, je ne disais pas un mot. Je regardais, j'écoutais, je documentais. Je pouvais attendre. J'avais le temps. Et il creusait sa propre tombe chaque satané jour. Au moment où j'ai eu ce dossier scellé et sauvegardé, je savais exactement où cela menait. Je ne savais juste pas à quelle vitesse tout allait se mettre en place. C'était un jeudi, mi-juin. J'étais à une exposition de technologie de la chaîne d'approvisionnement à Nashville, sur le temps de l'entreprise bien sûr, debout près de notre stand comme un fichu accessoire pendant que Randall racontait des sornettes aux investisseurs. J'ai pris une pause, j'ai parcouru les allées, j'ai essayé de respirer. C'est là que je suis tombé sur elle, Tasha Keen, directrice du développement chez Argon Systems, notre concurrent numéro 1 et la seule équipe dont le logiciel s'était jamais approché d'une autre. Elle m'a reconnu la première. « Vous êtes Nat Kesley, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « J'essaie de comprendre qui diable construit vraiment les trucs dont votre entreprise ne cesse de faire la promotion. » Elle n'a pas souri en disant ça, elle est juste restée là, les bras croisés, à m'observer. « J'en construis la plus grande partie, ai-je dit. »« La plus grande partie ?» 98%. Randall met son nom dessus. Ça l'a fait sourire. Nous avons parlé pendant 20 minutes près de la machine à café. Une vraie discussion technique. Sans baratin, sans jargon à la mode. J'ai mentionné quelques bizarreries de notre modèle que seul le véritable architecte pouvait connaître. Elle n'a pas demandé de fichiers ou de preuves. Elle n'en avait pas besoin. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un email, disant qu'elle retournait à Milwaukee le lendemain et voulait prendre un café si j'étais dans le coin. On s'est retrouvés dans un dîner près de Lille 94. Pas de costume, pas d'ordinateur portable, juste 2 personnes qui parlaient enfin le même langage. Je ne lui ai montré aucun code, je n'ai nommé aucun client ni divulgué quoi que ce soit de confidentiel, mais je lui ai donné assez de logique de conception, de schéma d'infrastructure, d'approche clé pour la résolution de problèmes pour qu'elle sache que j'étais le vrai. À la fin de la réunion, elle m'a regardé dans les yeux et a dit, « Si jamais vous voulez construire quelque chose qui compte vraiment, venez me parler. » Je n'ai pas pris ça à la légère. Cette nuit-là, j'ai sorti mes documents juridiques, relu chaque ligne. Il n'y avait pas d'accord de non-concurrence, pas de clause de propriété intellectuelle qui tienne la route, surtout avec la nouvelle formulation que j'avais glissée dans le document de politique. J'ai rencontré une avocate 3 jours plus tard juste pour être sûr. Elle a tout examiné mot par mot et m'a donné le feu vert. Alors, j'ai commencé à me préparer. J'ai mis mes sauvegardes hors ligne, nettoyé les métadonnées, enregistré chaque fichier avec des horodatages.
J'ai rédigé des notes de développement pour chaque modèle de base, ce que j'avais construit sur le temps de l'entreprise par rapport à ce que j'avais fait pendant mes heures personnelles, sur mon propre matériel. J'avais même des captures d'écran de messages Slack où Randall me demandait des notes de présentation 5 minutes avant de passer en direct. 2 mois plus tard, Tasha a rappelé. Nous vous offrons le poste de directeur technique, CTO, a-t-elle dit. Vous aurez une liberté de construction totale, votre propre équipe, et une véritable appropriation de votre travail. Il ne m'a pas fallu longtemps pour dire oui. Je ne l'ai pas annoncé tout de suite. J'ai gardé mon sang-froid, j'ai continué à venir au travail, à faire mon job, j'ai même aidé Randall à se préparer pour un webinaire. Pendant ce temps, je travaillais les soirs et les week-ends pour tout mettre en place. Contrat, logistique de déménagement, intégration avec le service juridique d'Argon. Puis le jour est arrivé. Je suis entré dans le bureau de Randall, j'ai déposé la lettre de démission dont vous avez déjà entendu parler, et je lui ai dit où j'allais. Argon, a-t-il dit, les yeux écarquillés. Tu les rejoins. Yep. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois être sous une sorte de clause de confidentialité ou de non-concurrence. J'ai secoué la tête. Vérifie tes dossiers. Je n'ai jamais signé ni l'un ni l'autre. Tu as dit que tu ne voulais pas effrayer tes talents avec de la paperasse. Tu te souviens? Il m'a fixé, clignant des yeux. Je n'ai jamais été ton talent, ai-je ajouté. J'étais ton filet de sécurité. Il est devenu pâle. Vraiment pâle. Comme s'il venait de réaliser que le cerveau de l'entreprise venait de claquer la porte. Je n'ai pas attendu un au revoir. Je suis juste parti. Je n'ai pas célébré après être sorti. Je n'ai pas fait sauter le champagne ni posté une mise à jour dramatique du genre, vers le prochain chapitre. J'ai juste conduit directement au bureau d'Argon à Milwaukee, j'ai récupéré mon nouveau badge et je suis entré dans un vrai travail avec un vrai leadership. Mon équipe m'attendait déjà. 14 ingénieurs, 2 data scientists, un chef de projet et un type de l'UX qui écoutait vraiment. Je ne faisais plus que coder. Je construisais. Et Randall, lui, vivait toujours au pays des illusions. Le jour de mon départ, il a posté une photo de lui sur LinkedIn avec un demi-sourire et une légende du genre, quand on construit quelque chose de solide, on ne panique pas quand les gens vont et viennent. On évolue. 5 jours plus tard, il repostait un article de la Harvard Business Review sur la résilience et le leadership et citait Steve Jobs comme s'il auditionnait pour une conférence TED. C'était pathétique. Dès la 2e semaine, les fissures ont commencé à apparaître. D'abord, c'était de petites choses. Des fautes de frappe dans les journaux de sortie, des retards mineurs dans les ajustements de routage, un hub signalant que des expéditions étaient détournées par le chemin le plus long sans raison. Puis sont venues les questions. Je les voyais apparaître dans les commentaires publics sous ces publications. Curieux de savoir comment votre équipe gère la régulation des ressources entre les régions. Quelle est votre stratégie de réponse aux défaillances d'itinéraire en temps réel? Le modèle adaptatif est-il basé sur des règles ou est-il génératif? Il ne répondait pas. Pas une seule fois. Il les ignorait simplement et continuait à poster des citations vagues sur le leadership. La vision avant la visibilité, ou une connerie du genre. À la 3e semaine, le silence était assourdissant. Quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise m'a envoyé un message privé, disant que leur développeur senior avait démissionné 2 jours après moi. Un autre gars essayait de faire de l'ingénierie inverse sur mon module principal de répartition et ne savait même pas par où commencer. Ils ont demandé si j'avais laissé de la documentation. Je ne l'avais pas fait. Pas par mesquinerie, mais parce que Randall ne l'avait jamais demandé. Il pensait qu'il pouvait simplement brancher quelqu'un d'autre et laisser la machine tourner toute seule. Ça ne marchait pas comme ça. Les modèles étaient construits avec des couches, une logique hyper spécifique liée au comportement des clients, au schéma de voix, au temps de réponse des fournisseurs. On ne pouvait pas juste le deviner à moins d'avoir vécu dans ce code comme moi. À la 4e semaine, les clients l'ont remarqué. Les gros, ceux qui payaient cher. Un client du Fortune 100 a envoyé une plainte formelle. Dégradation de performance, seuil manqué, ajustements automatiques échoués. Ils étaient furieux. Un autre a demandé pourquoi les fenêtres de livraison glissaient et les pings de suivi affichaient des données inexactes. Quelqu'un du support a blâmé une recalibration mineure du système. Le client n'y a pas cru. Le même jour, Randall a reposté une photo d'un sommet de montagne avec la légende « Le leadership signifie rester calme au sommet pendant que le vent hurle ».
J'ai failli rire. De retour chez Argon, nous tournions à plein régime. Mon équipe a écrasé notre premier sprint. Nous avons déployé une nouvelle fonctionnalité de base qui a optimisé le routage du dernier kilomètre de 11%. 11%. Je faisais enfin le travail que je voulais faire, de la vraie architecture, de la vraie ingénierie, pas seulement nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre ou écrire du code pour qu'un cadre égocentrique le parade. Et la vue depuis mon bureau d'angle, ce n'était pas juste du verre et un horizon. C'était la paix, la clarté, un but. La semaine suivante, j'ai entendu dire que Randall avait essayé d'organiser une réunion technique générale pour rallier les troupes. La moitié de l'équipe ne s'est pas présentée. L'autre moitié a posé des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. L'un d'eux a apparemment demandé, pouvons-nous avoir la version de NAT du modèle de flux de travail? Il n'a pas répondu, il a juste mis fin à la réunion plus tôt. Un autre ingénieur m'a contacté en privé, non pas pour demander de l'aide, mais pour me dire merci. Il a dit que me voir partir les avait incités à postuler pour de meilleurs emplois aussi. Randall avait passé 12 ans à marcher sur des gens comme moi, pensant que nous ne partirions jamais, pensant que nous avions besoin de lui. Il s'est avéré que non. C'est lui qui avait besoin de nous. Les gens repartageaient des extraits du panel, taguant Argon et citant des passages de mon analyse. Un type d'Intel a qualifié cela d'explication logistique la plus lucide qu'il ait entendue depuis des années. L'un de nos stagiaires a fait un mème du visage de Randall pendant mon intervention. C'est devenu viral sur notre Slack en moins de 10 minutes. Ça, c'était mardi. Quelques jours plus tard, j'étais assis à 5 rangs de la scène au Forum mondial de l'optimisation, les bras croisés, mon badge accroché à mon blazer, essayant de ne pas rire. La salle de bal était comble. Plus de 2000 cadres, ingénieurs, chercheurs, tous là pour le discours d'ouverture principal. Randall Cates était en première partie, au centre de la scène. De grands écrans de chaque côté de lui, son nom en lettres grasses. PDG, Brightload Technologies, révolutionnant la logistique adaptative. Il est monté sur scène comme s'il y avait sa place. Costume impeccable, confiance feinte, l'habituel. Son introduction était assez soignée. Des trucs génériques, repousser les limites, redéfinir l'efficacité, exploiter les données pour des solutions de fret plus intelligentes. On aurait pu l'échanger avec un conférencier TEDx et personne n'aurait vu la différence. Mais ensuite est venue la séance de questions-réponses. Première question, premier rang. Pouvez-vous nous expliquer la logique de décision en temps réel de votre couche de routage prédictif? Randall a souri. C'est intégré à notre système propriétaire, mais à un haut niveau, il utilise le feedback pour s'ajuster dynamiquement en fonction des signaux de congestion. Deuxième question. Quel modèle statistique gère la couche d'incertitude? Inférence bayésienne, Monte Carlo? Il a cligné des yeux. C'est un modèle hybride. Un peu de tout. Nous croyons en la flexibilité. Les gens ont commencé à s'agiter sur leur siège. Troisième question, d'une femme avec un badge de Stanford. J'ai regardé votre livre blanc. L'un des graphiques de routage que vous avez montré. Ces distributions de poids sont mathématiquement impossibles. L'équilibrage de charge ne converge pas, Randall a gloussé. Eh bien, je suppose que l'impossible dépend de la perspective. C'est là que le murmure a commencé. Un type derrière moi a chuchoté, il noie le poisson. Quelqu'un d'autre a dit, il est cuit. Et puis c'est arrivé. Du milieu de l'auditorium, Tasha s'est levée. Sa voix était tranchante, calme, et a fendu la salle comme une lame. En fait, a-t-elle dit, je pense que notre directeur technique peut expliquer les modèles auxquels M. Cates fait référence. Les têtes se sont tournées. Elle a hoché la tête dans ma direction, et d'un coup, le projecteur a changé de cible. Randall avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je me suis levé lentement, j'ai boutonné ma veste et j'ai dépassé 2 rangées complètes de cadres. Tous les yeux sur moi. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière, je ne lui ai même pas jeté un regard. Je suis simplement monté sur scène et j'ai pris le micro. Mettons quelque chose au clair, ai-je dit. Les modèles en question utilisent un noyau d'apprentissage par renforcement enveloppé dans un processus de décision de Markov. La distribution de poids qu'elle a mentionnée, elle converge quand on prend en compte la variance temporelle et l'historique des racines. En supposant que vous ayez construit votre système pour apprendre des deux. Silence de mort, puis quelques hochements de tête, puis quelqu'un a applaudi. J'ai continué.
La couche d'optimisation se décompose en 3 voies, réactive, prédictive et adaptative. La plupart des systèmes échouent parce qu'ils mélangent ces catégories sans définir de frontières. Le nôtre gère chacune séparément et communique entre les couches. J'ai regardé la salle. C'est comme ça qu'on empêche ce qui arrive à Brightload en ce moment. Une faible vague de rire a parcouru la foule. Randall était toujours debout sur le côté, le regard vide, le visage crispé. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, comme si la scène se rétrécissait sous lui. J'ai conclu proprement. Sans en faire trop, sans frimer, juste assez pour qu'il soit clair qui avait construit les fondations et qui avait falsifié les plans. Le modérateur m'a remercié. Les panélistes hochaient la tête. Quelqu'un dans le public a crié « Embauchez cet homme ». J'ai rendu le micro et je suis descendu directement de la scène. Randall n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin, parce que dans cette salle, devant 2000 des meilleurs de l'industrie, il était déjà fini. À la seconde où je suis descendu de scène, ce fut le chaos. Des lumières, des micros, des journalistes arrivant des 2 côtés. Certains avaient des badges, d'autres me fourraient juste leur téléphone au visage. Je n'avais même pas dépassé le rideau que la première question m'a frappé. Alors, pourquoi Randall Keith présentait-il votre travail depuis 12 ans? Je n'ai pas bronché, j'ai juste regardé droit dans les yeux la femme qui tenait le micro et j'ai dit, il faudra lui demander. C'est tout ce que je leur ai donné, une seule phrase. Et c'est tout ce dont ils avaient besoin. Randall a essayé de filer par la sortie de secours, mais quelqu'un l'a attrapé, caméra au visage, la voix haute. Est-il vrai que vous vous êtes attribué le mérite du travail de Nat Kesley? Avez-vous déjà été impliqué directement dans le développement du modèle? Il n'a pas nié. Pas ouvertement. Il a juste levé les mains et a dit que ça avait toujours été une collaboration, un effort d'équipe. Nous construisions tout ça ensemble. Bien sûr. Le hashtag a commencé à prendre de l'ampleur. Kate s'exposait. Le temps que je retourne à la table d'argon, mon téléphone vibrait sans arrêt. Tasha m'a tendu une bouteille d'eau et a dit, tu viens de déclencher un incendie. 2 heures plus tard, l'équipe média d'Argon a publié un communiqué de presse. Confirmation complète que j'étais le développeur original de tous les frameworks logistiques de base maintenant utilisés par Brightload Technologies, avec date, brevet, contribution, tout dans le domaine public. Je ne l'ai pas écrit, je n'y ai pas touché, je l'ai juste approuvé. Les médias ont réagi vite. Les blogs tech, les magazines spécialisés, même un média grand public a titré « Un directeur technique brise le silence, le cerveau secret de Brightload parle ». Randall a essayé de se faire discret. Pas de déclaration, pas d'interview. Trop tard. C'est à ce moment-là que ses investisseurs ont commencé à poser des questions. Pourquoi le directeur technique n'avait-il aucune expérience en développement? Pourquoi l'entreprise perdait-elle ses ingénieurs à tour de bras? Pourquoi la seule propriété intellectuelle fonctionnelle était-elle liée à un gars qui n'y travaillait plus depuis des semaines? Randall n'avait pas de réponse. Le vendredi, c'était officiel. Brightload a publié une petite déclaration stérile vers 18h15, espérant l'enterrer dans le défilement du week-end. Randall Keith quittera ses fonctions de PDG. Avec effet immédiat. Pas de remerciement. Pas un mot sur son héritage. Juste le coup de grâce, en silence. Mon téléphone a de nouveau explosé. Des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. D'anciens collègues. Des ingénieurs lambda de l'autre bout du pays. La plupart ont juste envoyé une ligne, il est fini. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas fait de tour d'honneur ni tweeté un mème. J'ai juste transféré le communiqué de presse à mon équipe et j'ai écrit « La vérité gagne ». Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai quitté le bureau, sans dire un mot. Le lundi suivant, les vannes juridiques se sont ouvertes. L'ancienne firme de Randall a déposé des contestations formelles des brevets liés aux systèmes adaptatifs et de routage. Ils ont dit qu'ils avaient été développés sous la direction de l'entreprise, ont tenté de revendiquer la copropriété. Je m'y attendais. Bon sang, j'aurais fait la même chose à leur place. Mais ils n'avaient pas ce que j'avais. Mes journaux étaient blindés. Des bills horodatés, des historiques de commis internes, des envois de code en dehors des heures de travail, chaque étape suivie et dupliquée sur des sauvegardes hors site, la preuve que le travail le plus critique avait été fait sur mon propre équipement, sur mon propre temps. Et j'avais des contrats signés sous leur nez qui protégeaient la recherche personnelle, y compris sa signature.
Nos avocats n'ont même pas sourcillé. Le conseil d'Argon a riposté rapidement. Mise en demeure. Dépôt public, demande formelle de réattribution de brevet. Le seul vrai coup de la firme était de régler à l'amiable, ce qu'ils ont fait. 7 chiffres, virés par versement sur 8 mois. Je n'ai même pas lu le décompte complet. Tout ce que j'ai vu, c'est la dernière ligne. N. Kesley, inventeur listé sur tous les brevets contestés. Unique contributeur, 8 technologies au total. Mon nom à côté de chacune. Randall aurait pu faire traîner les choses, mais il ne l'a pas fait. Je pense que même lui savait que c'était fini. Son conseil d'administration a dissous la moitié de leurs contrats clients en 3 semaines. Les fournisseurs se sont retirés. Les talents ont continué à partir. Un article a titré que Brightload était « une fable édifiante sur l'innovation volée ». L'action a touché le fond à la fin du trimestre. Je n'ai pas célébré. J'ai juste travaillé. Nous avons déployé la bêta de notre nouvelle plateforme pendant cette même période. Les premiers chiffres étaient propres. La performance était élevée. Les taux d'échec bas. Les clients faisaient déjà la queue. Puis un matin, je suis entré dans mon bureau et j'ai trouvé une lettre sur mon bureau. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste une page pliée écrite à l'encre bleue. J'ai usurpé le crédit de ton génie et je me suis convaincu que je le méritais. Tu as toujours été le vrai bâtisseur. Je ne faisais que me tenir dans ta lumière. Pas de nom, mais il n'y en avait pas besoin. C'était son écriture. Je suis resté assis là peut-être une minute. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas eu pitié de lui non plus. J'ai juste fixé les mots comme s'ils arrivaient un peu trop tard pour compter. Puis j'ai laissé tomber la lettre dans le tiroir et je me suis remis au travail. 6 mois plus tard, je me tenais en coulisses de la même conférence où Randall s'était effondré. Cette fois, ils m'ont présenté différemment. Pas seulement un titre, pas seulement un nom. Ils m'ont appelé l'architecte derrière la plateforme d'optimisation de fret la plus avancée de l'industrie. Je n'ai pas souri, je n'ai pas fait de signe de la main, je suis juste sorti et j'ai attrapé le micro. Les lumières se sont allumées. La foule était dense. Même scène, même événement, mais une toute nouvelle histoire. Personne d'autre sur scène, juste moi. J'ai affiché la première diapositive. Propre, sans logo, juste un en-tête simple. De vraies solutions pour de vrais systèmes. Et je leur ai tout expliqué. Pas un discours de vente, pas du marketing, juste du vrai travail. Je leur ai montré la nouvelle plateforme, ce que nous avions construit chez Argon, pièce par pièce. J'ai exposé les chemins logiques, les couches adaptatives, les boucles de correction, j'ai montré des exemples concrets, des graphiques, des baisses d'erreurs, des gains d'efficacité. Je n'ai pas utilisé un seul mot à la mode, pas une seule fois. Chaque phrase venait tout droit des nuits blanches que j'avais passées à déboguer du code pendant que Randall dormait. Des week-ends que j'ai perdus à traquer des arbres logiques dont il ignorait même l'existence. Des centaines de fois où j'ai failli abandonner, mais où je ne l'ai pas fait. La foule était captivée. On pouvait le sentir. 2000 personnes dans un silence de mort, juste à écouter. Et quand j'ai atteint la dernière diapositive, la dernière ligne de code derrière le moteur de routage, j'ai fait une pause, je leur ai donné une seconde pour respirer. Puis sont venus les applaudissements. Pas des applaudissements polis. Une véritable et complète standing ovation. J'ai regardé la salle et oui, ça m'a frappé fort. Pas à cause du bruit, mais parce que c'était le mien. Chaque parcelle. Personne d'autre à côté de moi. Personne pour voler le crédit. Personne pour le transformer en un faux discours visionnaire. Je suis descendu de scène, le cœur battant, non pas de nervosité, mais de me sentir enfin reconnu. Tasha attendait dans les coulisses. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste regardé dans les yeux et a dit « Tu as mérité chaque seconde de ça ». J'ai hoché la tête. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je n'étais pas seulement visible maintenant. J'étais indéniable. Et la meilleure partie, c'est que je n'ai jamais eu à élever la voix. Jamais eu à simuler quoi que ce soit. J'ai simplement fait le travail, je suis parti, et j'ai laissé la vérité parler d'elle-même.